En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, 50 000 personnes reçoivent l'ordre de quitter leur domicile. Pas parce que les bombes sont déjà tombées, pas parce que les rues sont en flammes, mais parce que les responsables de leur protection ont fait les calculs, évalué la menace et conclu discrètement qu'ils ne peuvent pas garantir que ces gens survivront s'ils restent. C'est ce qui se passe à Haïfa ce soir. Et ce seul fait, cet aveu enfoui dans une annonce ordinaire de défense civile, change tout ce que nous pensions savoir sur cette guerre. Je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, parce que ce que je vais vous expliquer n'est pas la version de l'histoire que vous voyez dans votre fil d'actualité. Les manchettes vous donnent des décomptes de requêtes, des discussions de cessez-le-feu et des déclarations de ministres qui font très attention à ce qu'ils disent en public. Ce qu'elles ne vous donnent pas, c'est la logique militaire sous-jacente qui a rendu 50 000 personnes soudainement sacrifiables et pourquoi la décision de les déplacer hors du nord de Haïfa n'est pas une précaution, mais un aveu. Haïfa est la 3e plus grande ville d'Israël. Elle se trouve sur la côte méditerranéenne, à 35 km de la frontière libanaise. 35 km. C'est un temps de vol de 12 minutes pour un missile de croisière subsonique, c'est 4 minutes pour un missile balistique en phase terminale. La ville est construite sur la pente du mont Carmel, orientée presque directement vers le nord et le nord-est, vers le Liban, comme une main ouverte pointée vers ce qui arrive. Ce portrait 26 millions de tonnes de marchandises chaque année. Les raffineries regroupées autour de lui couvrent environ 60% de la consommation intérieure de pétrole d'Israël. Le parc technologique Matam, dans la banlieue sud, emploie 14 000 personnes dans l'électronique de défense et la fabrication avancée. Haïfa n'est pas seulement une ville, c'est la colonne vertébrale économique du nord d'Israël et quelqu'un vient de dire à 50 000 de ses habitants d'aller ailleurs. Maintenant, je dois vous parler de l'arme qui a rendu cette décision inévitable, parce que c'est la partie que la plupart des gens qui couvrent ce conflit ne comprennent pas ou n'expliquent pas assez clairement, le Fateh 110, plus précisément la variante modernisée connue sous le nom de Fateh 313. Carburant solide, un seul étage, d'origine iranienne, avec une portée de 500 km dans sa configuration avancée. Et voici le chiffre qui empêche les planificateurs de la défense israélienne de dormir la nuit, une erreur circulaire probable de moins de 10 mètres. 10 mètres. Cela veut dire que ce missile ne frappe pas un quartier, il frappe un immeuble. Il frappe l'immeuble précis que quelqu'un lui a dit de frapper en se déplaçant à environ Mach 3,5 dans sa phase terminale, soit environ 4200 km à l'heure. Le dôme de fer n'a pas été conçu pour cela. Le dôme de fer est optimisé contre des roquettes plus lentes et des obus d'artillerie. Et il accomplit ce travail de manière exceptionnelle, avec des taux d'interception supérieurs à 85%. Mais contre un missile balistique arrivant à Mach 3,5, avec une capacité de manœuvre d'évitement dans les dernières secondes de vol, la situation change. Des responsables israéliens ont reconnu en privé, dans des briefings rapportés par Haaretz, que le taux de réussite tombe quelque part entre 50 et 65% dans des conditions optimales. Des conditions optimales. Ce qui signifie que lors d'une mauvaise journée, ou lors d'une journée où le Hezbollah ne tire pas un seul missile, mais 10 contre la même cible en même temps, les calculs deviennent catastrophiques. Voici le calcul. 10 missiles Fateh visant une seule cible. Israël en intercepte 6, peut être 7. 3 atteignent la cible. Si cette cible est un dépôt de carburant, un terminal portuaire, une raffinerie, 3 impacts réussis suffisent. La mission est accomplie. Et voici la dimension économique de ce calcul dont presque personne ne parle. Chaque intercepteur du dôme de fer coûte environ 50 000 $. Chaque Fateh 110 coûte au Hezbollah quelque part entre 200 000 et 300 000 $. Dans un petit engagement, Israël peut absorber ce rapport de coût. Dans une campagne soutenue visant des infrastructures économiques dans toute une région, le calcul s'inverse. Israël saigne financièrement, tandis que le Hezbollah saigne beaucoup plus lentement. Et le Hezbollah possède entre 400
et 700 de ces missiles, non pas des roquettes rudimentaires non guidées comme les 2500 tirés pendant toute la guerre de 2006, mais des missiles balistiques de précision avec une exactitude de l'ordre de quelques mètres. Ils sont stockés dans des installations de lancement souterraines renforcées, enfouis sous 15 à 20 mètres de béton armé et de roches, reliés par des corridors souterrains conçus pour être dressés et tirés en quelques minutes, puis disparaître de nouveau sous terre avant que l'aviation israélienne puisse réagir. Une analyse satellitaire d'ImageSat International, rapportée par Jane's Defense Weekly, a identifié au minimum 120 sites de lancement souterrain confirmés dans le sud du Liban. Potentiellement 200 autres n'ont pas encore été vérifiés ou détruits. Israël a frappé des centaines de ces positions au cours des 3 dernières semaines. Le Hezbollah en possède encore plus de 100. Chaque frappe de précision israélienne coûte entre 500 000 $ et 2 millions de $ par munition. Chaque frappe détruit un site de lancement. Le ratio d'attrition ne favorise pas Israël. Voilà pourquoi le cadre de dissuasion qui avait maintenu la frontière nord dans une stabilité précaire pendant 10 à 7 ans s'est maintenant effondré. Depuis 2006, la doctrine israélienne supposait que le Hezbollah pouvait être dissuadé par la menace de représailles dévastatrices contre les infrastructures libanaises. La logique était simple. Vous tirez, nous détruisons la banlieue sud de Beyrouth, votre base politique, votre structure de soutien civil. Le coût pour le Liban serait assez catastrophique pour que le Hezbollah se retienne, sauf dans des scénarios de nécessité existentielle absolue. Cette hypothèse reposait sur la croyance du Hezbollah que la retenue empêcherait réellement une escalade israélienne. Le Hezbollah ne le croit plus. Les assassinats ciblés de commandants supérieurs, les opérations en cours dans le sud du Liban et les déclarations publiques explicites du ministre de la Défense Galland sur le fait de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani ont convaincu la direction du Hezbollah que la retenue israélienne n'est pas offerte, peu importe ce que fait le Hezbollah. L'escalade arrive de toute façon, alors la logique de l'autodissuasion s'est évaporée. Et simultanément, le coût d'une riposte israélienne maximale contre le Liban a augmenté. Des gouvernements européens, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, ont fait savoir en privé à Jérusalem qu'une destruction à grande échelle des infrastructures civiles libanaises entraînerait la suspension d'accords de coopération militaire et de possibles restrictions sur les exportations d'armes. Ce n'est pas un simple bruit diplomatique. Après la campagne du Liban de 2006, l'opinion publique européenne a fortement basculé et ces gouvernements ont fait face à une réelle pression intérieure qui a limité leur soutien diplomatique à Israël dans les forums internationaux pendant des années. L'option de représailles qui soutenait la dissuasion israélienne depuis près de 2 décennies est maintenant plus coûteuse politiquement qu'elle ne l'était auparavant. Donc, ce que vous avez, c'est ceci, une ville d'importance stratégique qui ne peut pas être défendue de manière fiable contre la menace précise maintenant déployée contre elle. Un adversaire qui a conclu qu'il n'avait rien à perdre en tirant. Une architecture de dissuasion qui ne dissuade plus. Et un gouvernement qui, discrètement, sans fanfare, sans conférence de presse, a commencé à déplacer 50 000 personnes. Ce que le gouvernement israélien dit publiquement est exactement ce à quoi vous vous attendriez. Netanyahou parle d'imposer un lourd prix. Galland parle de détruire les infrastructures du Hezbollah. Ce sont des déclarations conçues pour la consommation intérieure, pour les caméras, pour les alliés qui ont besoin d'entendre de la force. Ce que le gouvernement israélien fait en privé raconte une autre histoire. Des évaluations internes de l'armée israélienne, dont certains détails ont fuité dans les médias israéliens, estiment qu'une guerre à grande échelle avec le Hezbollah produirait entre 2000 et 5000 victimes israéliennes au cours du seul premier mois. Les coûts économiques dépasseraient 30 milliards de dollars en raison des déplacements, des dommages aux infrastructures et de la paralysie de l'économie du nord d'Israël. Ce sont les chiffres avec lesquels ils travaillent réellement. Et ces chiffres expliquent pourquoi, au lieu de frapper de manière décisive et de mettre fin à cela, ils déplacent les gens hors de Haïfa, observent et calculent. Je veux vous donner le cadre historique de tout cela.
parce que le modèle que nous observons n'est pas nouveau. En 430 et un avant notre ère, Athènes et Sparte ont commencé une guerre censée régler la question de savoir quelle puissance dominerait le monde grec. Athènes avait la marine supérieure, la liaison portuaire fortifiée avec le Pirée, l'empire maritime qui la rendait riche et approvisionné. Sparte avait l'armée terrestre supérieure et l'alliance des cités-États du Péloponnèse. Aucun des deux camps ne pouvait porter un coup décisif à l'autre. Athènes ne pouvait pas briser Sparte sur terre. Sparte ne pouvait pas couper Athènes par la mer. La guerre a duré 27 ans. Les deux camps ont déversé leurs ressources dans une lutte épuisante et indécise qui a vidé leurs économies, réduit leur population et érodé la loyauté de leurs alliés. Pendant qu'Athènes et Sparte se saignaient mutuellement, la Perse attendait. La Perse, qui avait été le grand ennemi commun de toute la civilisation grecque quelques décennies plus tôt à peine, a joué les deux camps, finançant Athènes quand cela servait les intérêts perses, finançant Sparte quand cela servait les intérêts perses, s'assurant que la guerre continue assez longtemps pour ruiner les deux. Quand elle s'est terminée par la défaite d'Athènes, ni Athènes ni Sparte n'est sorti comme puissance dominante du monde grec. Les deux étaient brisés. La Perse a repris le contrôle des cités grecques d'Asie mineure sans engager un seul soldat perse dans la bataille décisive. Appliquez ce cadre à ce que vous regardez en ce moment. Israël combat simultanément à Gaza et au Liban contre des adversaires qui sont tous deux financés, équipés et guidés stratégiquement par l'Iran. Les États-Unis fournissent un soutien militaire, mais ils ont été explicites par l'intermédiaire de Blinken et d'Austin sur le fait que les forces terrestres américaines n'entreront pas dans ce conflit. Les États arabes régionaux maintiennent une neutralité soigneusement calibrée, refusant de s'aligner publiquement avec l'un ou l'autre camp. Et l'Iran observe, finance le Hezbollah, approvisionne le Hamas, s'assurant que les deux conflits persistent et s'approfondissent sans engager de soldats iraniens sur les lignes de front. Israël et Athènes, le Hezbollah et Sparte, l'Iran et la Perse. Le parallèle n'est pas parfait, mais la dynamique est exacte. Maintenant, laissez-moi vous donner les trois trajectoires, parce que aucune analyse honnête ne peut éviter cette question. Le premier chemin est la désescalade négociée. Cela passerait par un cessez-le-feu, par l'intermédiaire de médiateurs, une zone tampon, des observateurs internationaux et les deux camps acceptant un résultat qu'ils n'aiment pas en échange de l'arrêt de l'hémorragie. Pour que cela se produise, les deux camps doivent conclure que continuer est pire qu'un arrêt imparfait. Compte tenu de la pression politique intérieure en Israël pour ne pas paraître faible, et compte tenu du calcul actuel du Hezbollah, selon lequel la pression continue produit des résultats stratégiques, j'évalue cette voie à moins de 30% de probabilité dans les 90 prochains jours. Le deuxième chemin est un conflit soutenu de faible intensité. Pas de guerre totale, pas de résolution. Des mois, potentiellement des années de frappes limitées, d'évacuation partielle, de dégradation économique et d'instabilité chronique pour les populations civiles des deux côtés. C'est la trajectoire que j'évalue comme la plus probable à environ 55% de probabilité et c'est aussi le pire résultat humanitaire parce qu'elle produit un maximum de souffrance avec un minimum de clarté. Le nord d'Israël reste partiellement vidé. Le sud du Liban reste sous bombardement. Le troisième chemin est l'escalade totale. Israël conclut que le statu quo est stratégiquement intenable et lance une opération terrestre majeure dans le sud du Liban. Le Hezbollah répond par une salve complète, visant non seulement Haïfa, mais Tel Aviv, l'aéroport Ben Gourion, les infrastructures énergétiques à travers le pays. L'Iran fait face à un moment de décision, les États-Unis font face à un moment de décision, la guerre régionale que tout le monde essaie d'empêcher devient inévitable. J'évalue cela à 15% de probabilité en ce moment, mais ce chiffre bouge vite si un seul incident à nombreuses victimes déplace le calcul politique intérieur en Israël vers une action décisive. L'évacuation de Haïfa est un signal. Quand les gouvernements déplacent préventivement des populations hors de grandes villes, ils ne se préparent pas à une résolution imminente. Ils se préparent à une incertitude prolongée. Ils vous disent, sans le dire directement, qu'ils s'attendent à ce que cela dure. Et cette attente, inscrite dans 50 000 relocalisations forcées, vous en dit plus,
sur la direction que prend cette guerre que n'importe quelle déclaration de n'importe quel ministre dans n'importe quelle conférence de presse que vous regarderez cette semaine. La question que je vais vous laisser est celle-ci. Si Israël ne peut pas protéger Haïfa, sa troisième plus grande ville, son principal port industriel, le cœur de son économie du Nord, avec l'architecture de défense aérienne la plus avancée du Moyen-Orient, qu'est-ce que cela implique pour toutes les autres villes à portée de missiles? Et qu'est-ce que la décision d'évacuer plutôt que de défendre vous dit sur la manière dont les personnes responsables de cette défense répondent elles-mêmes en privé à cette question?